Bonjour, je vous présente aujourd'hui le chapitre 3 qui concerne les dérivées des fonctions transcendantes, c'est-à-dire les fonctions qui ne sont pas algébriques, comme dans la partie 1 ici, les fonctions exponentielles et logarithmiques. Dans la partie 2, il s'agira des fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses. Tout d'abord, la première des fonctions qu'on va évaluer, donc celle qu'on va apprendre à dériver, c'est la fonction exponentielle, donc c'est-à-dire celle dont la base est constante et l'exposant est variable. Donc, on a vu jusqu'à présent les formes x à la 2, x à la 3, x à la 4. Donc, c'était la base x qui était variable. Là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, c'est la base b, dans ce cas-ci, qui va prendre une valeur numérique dans les exemples. Donc, la base qui va être un nombre fixe et l'exposant qui va être une variable. Donc, vous avez les deux modèles ici qui sont quand même d'actualité. Si vous ouvrez la télé quelques instants, vous allez voir assez souvent une fonction exponentielle qui explique la progression des cas présentement là, de propagation de virus. Nous sommes dans le modèle ici où la base est plus grande que 1. Donc, la base d'une fonction exponentielle ne peut pas être 0, ne peut pas être négative non plus et ne peut pas être exactement 1. Pourquoi? Ben, si je faisais, par exemple, 1 exposant quelque chose ou n'importe quoi d'autre, donc l'exposant qui est variable, là, on le voit tout de suite que 1 exposant n'importe quoi, ça va toujours donner 1. Donc, ça me donnerait une fonction qui est complètement horizontale si je prenais la base 1. À l'opposé, je vais prendre des bases qui sont supérieures à 1. Donc, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être des nombres à virgule, ça peut être des fractions, n'importe quoi là, qui n'est pas égal à 1 et qui n'est pas inférieur ou égal à 0. Il n'y a pas de restriction par rapport au domaine des fonctions exponentielles, sauf s'il y a une restriction de contexte. Donc, tous les x vont être admis dans les fonctions exponentielles, sauf si, par exemple, le x représente du temps. Donc là, le temps, on ne pourra pas mettre de négatif. Donc, c'est la seule contrainte par rapport aux fonctions exponentielles. Ce n'est pas la même chose que les fonctions algébriques où là, il faut les vérifier le dénominateur, il faut les vérifier la racine. Il va y avoir aussi les logs là, qui s'en viennent dans quelques instants. Pour bien illustrer les applications de la fonction exponentielle, ou en fait la manière dont ça fonctionne, voici un exemple. Donc, quand vous voyez ce qui est écrit en rouge, c'est ce qu'on aurait dû remplir ensemble dans les notes de cours si on avait été en classe. Donc, vous avez un exemple ici qui est une proposition, deux placements. Donc, si je vous disais, je vous donne soit 1 million de dollars maintenant, ou bien je vous donne un sou, donc 0,01 $, et je double ce sou dans votre compte en banque pendant un mois à chaque jour. Donc là, vous choisissez le mois, évidemment, peut-être un mois de 31 jours, là, mais peu importe, on va prendre ici un mois de 30 jours. Donc, pour savoir lequel des deux est le meilleur des deux placements, malgré que le premier soit très alléchant, regardez ce qui peut se passer avec la deuxième proposition. Donc, initialement, on a un sou. Fait que la première journée, on est un peu déçu de notre choix. Le jour 2, 2 sous. Le jour 3, on double et on double, donc ça fait 4 sous. Le jour 4, on a 8 sous. Le jour 5, on a 16 cents. Donc, on n'a pas grand-chose là encore après 5 jours de placement. Même que si on continue à faire le même stratagème, vous voyez ce qui se passe ici, c'est qu'on va faire toujours x2, x2. Et on fait ça autant de fois qu'il y a de jours, mais moins 1. Donc, si par exemple, j'ai le jour 3, j'ai fait x2, x2, 2 fois. Le jour 4, je vais faire x2, x2, x2 par rapport au montant initial ici. Donc, ce que je vais faire au final, c'est le montant initial fois 2 avec un exposant ici qui est variable. Vous m'excuserez, là, je n'ai pas beaucoup de talent pour écrire avec la souris. Donc, je vais avoir l'exposant qui est variable. Après 15 jours, l'exposant va devenir un peu le même principe qu'ici, l'exposant de 2. Donc, je vais faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 14 fois. Donc, l'exposant de 2 va devenir 14. Si je fais 1 sou fois 2 exposant 14, ça me donne 163,84 $. C'est encore pas très intéressant. Je suis au milieu du mois, mais si on regarde le jour 30, après 29 itérations de la multiplication par 2,
on se retrouverait avec 5 368 709 et 12. Donc, wow, évidemment, je les mets en parenthèse. C'est un montant assez impressionnant. Donc, la fonction exponentielle est un peu du même genre. Elle va commencer très tranquillement, puis à un moment donné, pouf, ça explose sans crier gare, donc ça se met à monter très, très, très rapidement. Donc, ça, c'est juste une illustration, ce n'est pas la dérivée, c'est seulement juste de comprendre que dans une fonction exponentielle, c'est la base ici, donc la multiplication par 2 qui est répétée x fois, donc x étant le nombre de jours qui passent. Donc, 2 est constant, mais c'est l'exposant qui va être variable selon le jour où on est rendu. Évidemment, si vous vous intéressez à ce qui se passe autour de vous dans l'actualité, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous qui vous explique la fonction exponentielle actuelle, donc la fonction exponentielle qui parle vraiment de la base qui est utilisée, donc la multiplication qui est constamment répétée à chaque jour pour montrer le nombre de cas qui augmente, donc le nombre de cas reliés à la maladie coronavirus. Et vous pouvez aussi constater que ça va se transformer dans une situation réelle comme celle-ci, en une fonction qui est logistique. Fonction logistique, ça n'est pas étudié dans le cadre du cours de calcul différentiel, ni dans aucun cours du cégep, mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est ce qui est le plus appliqué. On ne peut pas dépasser un certain nombre d'infections parce que bon, il y a un nombre limité de personnes sur la Terre. Donc, si ça vous intéresse, il n'y a pas de question là-dessus dans aucun travaux ni examen, mais c'est vraiment un petit vidéo très, très intéressant sur la fonction exponentielle qui devient une fonction logistique. Ici, je vous présente quelques rappels sur les exposants, donc les propriétés des exposants. Vous pouvez lire l'encadré ici et l'utiliser à votre guise, de droite à gauche ou de gauche à droite. Les égalités sont bonnes des deux côtés. Donc, si je regarde mon premier exemple, on se retrouve avec deux bases identiques, ce qui fait que je soustrais les deux exposants. Donc, si j'ai 3 à la x sur 3 à la 4, au final, j'aurai 3 exposants x moins 4. Deuxième exemple ici, j'ai une multiplication d'une base 4 par le 1 quart, donc l'inverse de la base 4. Ça revient au même que si j'avais fait 4 exposants x plus 1 fois 1 divisé en 1 fois 4. Donc, je me retrouve avec une fraction comme celle-ci qui ressemble beaucoup à la première, ce qui fait que je prends l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur qui, implicitement, on ne le voit pas, mais c'est 1. Donc, 4 exposant x plus 1 moins 1. On fait la simplification, plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, la réponse finale, ce serait 4 exposant x. Et troisième petit exemple, je me retrouve avec la situation A sur B parce que mes deux bases sont constantes mais pas identiques. Donc, tout ce que je pourrais faire dans ce cas-ci, je ne peux pas soustraire quelconque exposant, il faudrait que j'ai la même base. Dans ce cas-ci, tout ce que je peux faire, j'ai le droit de distribuer le x sur tous les facteurs et non pas sur les plus, les moins. Il faut faire attention. Si j'avais eu un plus ou un moins au numérateur, il faut s'assurer de distribuer le x sur tout le facteur au complet. Comme par exemple, si j'avais eu 3 plus x sur 4 et que j'avais mis tout ça exposant x, ben là, il aurait fallu que j'ai 3 plus x entre parenthèses. Je ne peux pas distribuer le x sur les deux. Donc, tout ça exposant x et le bas exposant x aussi. Donc, c'est interdit d'entrer l'exposant, même si l'exposant est variable, et de le distribuer sur un plus ou un moins. Là où c'est un peu plus nouveau, c'est le calcul de limite, donc des choses que vous n'avez pas vues en mathématiques secondaire 5, donc le préalable pour entrer ici. Calcul de limite, donc comment ça fonctionne? Ici, dans ce chapitre-là, on ne verra pas les cas particuliers, les cas limites où est-ce qu'il y a des problèmes, parce qu'on n'a pas les outils pour le faire. Je vais vous montrer l'outil nécessaire dans le chapitre 6 pour évaluer des limites qui sont ambiguës. Donc, dans ce cas-ci, tout simplement, comme d'habitude, j'entre la valeur de x dans l'expression. Donc, j'enlève le mot limite en avant de mon expression parce que je n'ai plus de x dans l'expression. J'ai vraiment rentré le 9 à l'intérieur. Donc, 2 fois 9 qui est 2 fois x ici
Donc, 2 fois 9, ça fait 18. 0,9 exposant 18, vous pouvez le calculer vous-même, ça fait 0,15 et j'ai fini. Ce n'est pas une forme indéterminée, je n'ai pas de trucs spéciaux, je n'ai pas de constante sur 0, je n'ai pas d'infini sur infini, je n'ai pas de choses qui sont ambiguës, donc je peux arrêter ça là et ma réponse finale, c'est 0,15. La deuxième question, je vais avoir la limite quand x tend vers l'infini. Donc, les termes là, qui vont s'apparier à ça, on va avoir des contextes, c'est à long terme. Si on laisse ça aller tout le temps, quand les nombres sont très grands. Donc, à l'infini, si je regarde l'expression 3 exposant x, c'est que je remplace x par un terme très, très élevé, ou en fait par le concept de l'infini. Là, essayez d'y réfléchir au lieu d'apprendre le tableau par cœur. Essayez d'y penser. Vous faites 3, qui est la base, fois elle-même un nombre infini de fois. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, jusqu'à temps qu'on arrive à l'infini. Donc, ça va donner un nombre infiniment grand. Et l'infini, ce n'est pas non plus une forme indéterminée. Ça veut juste dire que la fonction, elle monte. Donc, quand x s'en va à l'infini, ben le y aussi. Donc, n'oubliez pas, à la limite d'une fonction, c'est je dis x, qu'est-ce qui fait le x qui s'en va à l'infini? La réponse de la limite, c'est ce que va faire le y. Donc, c'est ce qu'on constate en regardant le graphique ici. Ici, même question, on dirait, mais non, il y a un petit moins. Donc, le moins qui est devant l'infini ici va tout changer dans ma réponse. Vous regardez la même expression, 3 exposant x, je remplace le x par moins l'infini. Donc, qu'est-ce qui arrive quand j'ai un exposant négatif? On pourrait regarder ça avec les propriétés des exposants, encore une fois, si vous n'êtes pas sûr. Donc, quand j'ai un exposant négatif, je prends toute la base de l'exposant et je le change d'étage. Donc, je le mets au dénominateur. On a vu tantôt que 3 exposants infinis, ça fait l'infini. Donc, 1 divisé en infini. Donc, je prends 1 et je le divise en le plus gros chiffre qui me passe par la tête. Donc, ça me donne à peu près 0. C'est logique ça aussi parce que la fonction exponentielle va avoir une tendance à stabiliser vers une asymptote horizontale. Donc, celle-ci, elle descend au lieu de monter parce que la base, ce serait 1/3 au lieu d'être 3. Même si on voit 3, à cause de l'exposant négatif, ça transforme la base en 1/3. Ce que vous voyez en haut, ici, donc ce que vous voyez dans l'encadré bleu que je viens de faire apparaître, c'est une base très spéciale. Donc, la base E, qui est le logarithme, en fait, pas le logarithme, excusez-moi, la base E, qui est la base népérienne. Donc, c'est un chiffre particulier, un peu comme pi. C'est une lettre à laquelle on a assigné un nombre. Donc, ce nombre-là tourne autour d'à peu près 2,718, si ma mémoire est bonne, on pourrait le vérifier. Donc, ça tourne autour de 2,718. Je vérifie à l'instant. Oui, tout à fait. Bon. Donc, comment on a défini ce nombre-là? Il sort d'où? Ça peut devenir assez complexe. Tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ça, c'est pas d'où il vient, mais qu'on s'en sert quand même beaucoup. Pourquoi on s'en sert beaucoup? Parce que la dérivée de l'exponentielle avec cette base-là est beaucoup plus simple. C'est beaucoup utilisé dans les domaines de la biologie, la finance, aussi les domaines de recherche. On va toujours vouloir tendre vers eux, qui va être une base assez universelle. Une des explications possibles, vous pouvez l'essayer dans votre calculatrice si vous voulez, c'est que vous prenez un x énormément grand et vous faites ce calcul-là en remplaçant x par votre nombre. Par exemple, 10 milliards, vous faites 1 plus 1 sur 10 milliards et la réponse exposant 10 milliards et vous devrez tomber sur quelque chose qui ressemble à 2,718. À vous de l'essayer. Si on regarde quelques exemples avec la base E, vous avez le premier exemple ici, quand la limite tend vers, de x tend vers 2, de l'expression E à la x sur racine carrée de x plus 2. Je remplace chacun des x que je rencontre par 2. Le 2 ici était constant, donc on ne change absolument rien. Et la réponse, elle est finale parce que je ne peux pas regrouper des termes semblables et ce ne serait pas une réponse exacte de marquer, ou en fait de calculer tout ça. Donc ça, c'est la réponse exacte. Si vous avez votre calculatrice
vous pouvez faire le calcul pour se donner une idée de l'ordre de grandeur et vous devez chercher la touche E exposant X. Donc, E exposant X se trouve habituellement dans les environs du log. Deuxième exemple, quand X tend vers 0 +, donc la limite quand X tend vers 0 +, je m'intéresse à ce qui se passe dans ma fonction quand mon X est à droite de 0. Donc, je regarde ici l'exposant, c'est une fraction. Je fais moins 1 sur 0 +. 1 sur 0 +, on a vu dans les cours avant la pause que ça donnait l'infini. C'était des formes C sur 0, donc on tombait tout le temps sur 1 sur 0 +. Moins 1 sur 0 +, ça donne moins l'infini. Moins l'infini fait en sorte que je prends ma base et je l'envoie avec son exposant changer de signe au dénominateur. Et on a un peu comme la diapo précédente, 4 à l'infini, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Troisième exemple, limite quand x tend vers l'infini d'une base 1,9 avec l'exposant variable. 1,9 étant plus grand que 1, ça va toujours augmenter. Donc, 1,9 exposant 2 fois l'infini plus 2. Donc, 2 fois l'infini, ça fait l'infini. Je rajoute 2, ça fait toujours l'infini. Donc, 1,9 fois 1,9 fois 1,9, un nombre infini de fois, ça va me donner l'infini, qui est encore la réponse finale. Je n'ai pas de forme indéterminée ici. Je me répète, les formes indéterminées, on ne les voit pas tout de suite. Dernier exemple pour cette diapositive, quand le x tend vers l'infini, d'une base 6 septièmes, donc ça peut être une fraction qui est votre base. 6 septièmes, pourquoi on n'a pas mis en décimale? C'est parce qu'on ne voulait pas arrondir. Donc 6 septièmes, c'est une fraction qui est inférieure à 1. Donc c'est une fonction exponentielle qui descend au lieu de monter très très rapidement. Elle descend très rapidement pour stabiliser à un moment donné. Donc l'exposant, c'est 3 racines de x. Je remplace chaque x que je trouve par l'infini, ce que vous voyez ici. Et 3 fois racine de l'infini, ça fait l'infini. 6 septièmes, donc quelque chose de plus petit que 1, et je multiplie par lui-même un nombre infini de fois, bien, ça va tendre vers 0. Pensez à la fraction la plus évidente si vous prenez une demi. La moitié de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Une demi fois une demi fois une demi fois une demi fois une demi. On dirait que c'est plus clair dans notre tête. On voit qu'à un moment donné, j'aurais plus grand-chose. Donc, ça va tendre vers 0 tout en restant positif. Les logarithmes. Un petit rappel du secondaire 5. Qu'est-ce que c'est un logarithme? C'est un outil pour nous aider à isoler l'exposant quand on est dans une forme ici exponentielle. Donc, vous avez C qui est une base constante, donc un chiffre, X qui est une variable, qui va être appelée l'exposant, et Y qui va être appelé l'argument. Donc, c'est ce que vous allez constater en regardant en dessous. Donc, qu'est-ce que c'est le logarithme? C'est un outil pour nous permettre de savoir c'est quoi l'exposant que je dois mettre à la base C pour avoir Y. Il y a des réponses qui nous viennent assez rapidement, comme mon exemple 1, que vaut x dans l'équation 10 à la x égale 100. Bien, on le voit tout de suite que x vaut 2. Je n'ai pas besoin de calculatrice ni de logarithme pour faire ça. C'est assez évident. Donc, si on passe à la diapo suivante. Exemple 2, un peu moins évident. Hein? Si je fais 10 exposant x égale 6. OK, bien là, on se dit 10 exposant 1, ça fait 10. 10 exposant 2, ça fait 100. Puis mettons qu'on va avant 1, ça fait 10 exposant 0, ça fait 1. Je ne suis jamais tombée sur 6. Il va me falloir un outil pour trouver parce qu'il va exister ce x-là. C'est juste qu'il ne sera pas entier et il ne sera pas facile à calculer dans notre tête. Donc, on va prendre le log, qui est l'outil pour isoler l'exposant. On va lui mettre en petit indice à côté ici la base et un peu plus gros à côté l'argument. Donc, log en base 10 de 6 égale x. C'est ça l'équation que je tente de résoudre. Si je suis en base 10, la calculatrice, par défaut, elle est toujours en base 10, donc je peux tout simplement peser sur log 6 et avoir la réponse qui est environ 0,778. Donc 0,778, c'est l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 6. Si vous l'essayez, vous allez tomber presque sur 6 parce que c'est une approximation. Qu'est-ce qui arrive si la calculatrice
En fait, qu'est-ce qui arrive si votre calcul n'est pas en base 10? Comme par ici, vous voulez faire log en base 2 de 18. Donc, quel exposant je dois mettre à 2 pour obtenir 18? Donc, la calculatrice, si vous avez une TI 84 avec la particularité, vous pouvez entrer tout de suite l'indice comme il faut avec l'argument. Si vous avez une calculatrice un peu plus de base, là, donc vous allez devoir faire un petit calcul qui est toujours le même. Donc, log de l'argument divisé par le log de la base. Et ça va vous donner un chiffre approximatif ici encore toujours. C'est rare qu'on tombe sur un nombre entier. Donc, vous allez avoir une approximation de ce que ça donne. Donc, 2 exposant à peu près 4,1699 va me donner 18, à peu près. Donc, la note que vous voyez, il faut toujours diviser le log de l'argument. L'argument, c'est le chiffre qui est écrit pas en indice sur le log de la base, qui est le chiffre en indice. Donc, si on prend un exemple, vous avez quelques exemples ici. La base 2,5 exposant 2x égale 0,5. J'utilise le log pour sortir de la forme exponentielle et me rendre le x isolé, parce que sinon, je n'ai pas d'autre méthode de résoudre cette équation-là. Donc, la base, c'est 2,5. Ce que je vais obtenir, c'est 0,5. Et l'exposant, c'est 2x. Donc, log en base 2,5 de 0,5. La calculatrice, c'est ce qu'on lui demande ici. Dis-moi donc, qu'est-ce que je dois mettre comme exposant à 2,5 pour avoir 0,5? Donc, je fais log de l'argument sur log de la base. Et tout ça va me donner 2x. Avant de pitonner, je vais juste isoler le x comme il faut en enlevant le x2 et en allant le placer au dénominateur ici à côté de mon log 0, mon log de 2,5. Je prends la calculatrice. N'oubliez pas, si vous calculez ça, de mettre les parenthèses. Donc, ça va me donner moins 0,378. Donc, c'est tout à fait légitime. Un exposant, ça peut être négatif. Donc, si on reteste moins 0,378 à l'intérieur ici, ça va nous donner approximativement 0,5. L'exemple 4, son utilité est de vous montrer qu'avant d'utiliser le log, il faut isoler la base avec l'exposant. Donc, j'envoie le 4 l'autre côté, en fait, de l'égalité. J'utilise ensuite le log une fois que la base et l'exposant sont isolés. Donc, log en base 3 de 4. Quel exposant je dois mettre à 3 pour avoir 4? C'est ce que je vais poser comme question à ma calculatrice. Et la réponse, ben, ça va être égal à l'exposant qui est x plus 2. Avant de rentrer les calculs, je vais prendre mon x et je vais l'isoler. Donc, le 2, je vais l'envoyer de l'autre côté. On va faire log en base 3 de 4 moins 2 comme réponse finale. Sur ma calculatrice, je fais log 4 sur log 3, la réponse moins 2. Ça me donne environ moins 0,738. Vous avez ici une panoplie d'exemples qui ont tous leur utilité. Donc, passer en forme log pour résoudre, c'est ce qu'on vient de faire à la question A. À la question B, vous avez le 10 qu'on doit transférer de l'autre côté d'abord pour avoir 50. Et ensuite, le 4, qui est un coefficient et non pas, il ne fait pas partie de la base avec l'exposant. C'est 7 qui est multiplié par lui-même un nombre x de fois et non pas 4. Donc, 4, on doit s'en débarrasser, on doit le mettre du côté des constants. Ce qui revient à faire l'expression ici, chercher le x qui va résoudre ça, c'est le même principe que la diapositive précédente. Ici, c'est nouveau. Donc, la question C, passer en forme exponentielle pour résoudre. Donc là, ici, j'essaie de faire ce calcul-là sur ma calculatrice. Je vais être bien déçue parce que le x, je ne peux pas le rentrer dans la calculatrice, donc je ne peux pas avoir la réponse. Donc, je sais que 5 exposant 3 me donne x moins 9. C'est ça l'idée d'un log. La base 5, exposant combien? Donc, la base 5, exposant combien, me donne ceci. Donc, c'est ce que je viens d'écrire. 5 exposant 3 égale l'intérieur de l'argument du log. J'isole le x et j'obtiens 134. Petit nouveau ici, le ln, c'est un log dont la base est e. Donc, c'est juste un raccourci pour écrire ceci. Excusez-moi, c'est pas très joli, là, mais le e, c'est une base, donc qui est
en indice en dessous. Vous avez le même genre de numéro que celui-ci. Donc, vous envoyez le 4 de l'autre côté, vous divisez en 3, vous faites E exposant ce qu'il y a ici, et vous avez le X. Les fonctions log, je vous en parle depuis le début de la session, les fonctions log ont une petite particularité au niveau de leur domaine. On ne peut pas rentrer de X qui sont 0 ou négatifs. Donc, ce qu'on doit fournir au logarithme à l'intérieur, c'est toujours plus grand que 0. Donc, si je vous demandais de trouver le domaine de la fonction log en base 2 de 1 moins 9x, il faudrait prendre le 1 moins 9x et le mettre strictement plus grand que 0. Donc, j'isole le x dans cette équation-là. Je peux envoyer le moins 9x en faisant plus 9x de l'autre côté. Je préfère mettre les x à ma gauche, c'est une préférence. Donc, j'ai voulu lire l'équation du même sens. Donc, le 9x est plus petit que 1. Et j'isole le x, donc 1 neuvième. Donc, x est plus petit que 1 neuvième. Ça veut dire que c'est tous les x en bas de 1 neuvième qui, entrés dans cette expression-là, vont faire que le log est valide. Donc, si par exemple, je prends 0, ça va faire 1 moins 9 fois 0, ça fait 1. Log de 1, ça marche. Si je prends moins 15, donc 1 moins 9 fois moins 15, ça va faire un nombre positif, ça fonctionne. Ce qui fait que mon domaine, c'est tous les nombres plus petits que 1 neuvième, donc de moins l'infini jusqu'à 1 neuvième, ça va fonctionner. On ne le voit pas très bien sur les images que vous voyez en haut. Donc, le paramètre à l'intérieur, moins 9 devant le x, fait une espèce de miroir par rapport à l'axe des y ici. Donc, on aurait un paramètre qui fait en sorte qu'on n'a pas ni un ni l'autre des deux graphiques en haut, mais c'est juste un miroir qui a été fait. Vous avez ici quelques rappels sur les propriétés des logarithmes. Celles qui sont les plus utiles vont être la 3e, la 4e et la 5e. La 6e aussi pourrait être très utile pour vous sortir d'un certain pétrin, mais les 3 du milieu, en fait, vont servir un peu plus souvent. Donc, vous avez U qui est une expression, peu importe laquelle, ça peut être une expression en X, une expression constante. Et si votre expression dans le log possède un exposant, il y a une propriété qui dit que je peux prendre cet exposant-là et le placer devant. Et là, non, on n'est pas en train de dériver. C'est vraiment une propriété des logarithmes. Donc, ce n'est pas une dérivée, on n'est même pas rendu là encore, c'est une propriété des logs. Vous avez des exemples ici si vous voulez vérifier tout ça. Même chose pour la multiplication à l'intérieur d'un log. On peut défaire ça en la somme de deux logs avec les deux arguments multipliés qui sont maintenant séparés en deux logs différents. Même chose pour la soustraction. Et on peut utiliser cette égalité-là dans les deux sens. Ça, c'est de la révision secondaire 5. Ça pourrait être assez long de refaire ça si vous ne l'avez jamais vu. Si c'est votre cas, je vous invite à m'écrire. Je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails à ce niveau-là. Quelques petites applications par rapport aux fonctions exponentielles avec l'utilisation du log. Vous avez l'exemple 1. Déterminons le temps requis pour que le capital accumulé soit d'au moins 2500 $ dans la fonction ici. Donc, vous avez le capital C par rapport aux années qui passent N. Quand on regarde ça, c'est que on a une base ici, 1,0075, qui est votre capital, donc 100% de votre capital, le 1, et on ajoute un petit montant d'intérêt qu'on compile 12 fois par année. Le montant initial, c'est 1000 $. Donc, vous avez 1000 $ que vous multipliez par un petit peu plus que 1, 12 fois par année. Donc, ça va faire tranquillement, pas vite, augmenter votre capital. Donc, si je vous demande à quel moment je vais avoir un capital de 2500 $, bien, je vais remplacer capital par 2500 $. C'est ça l'idée des fonctions quand on les manipule. Si je connais une des variables, je la remplace. Et là, je fais comme j'ai fait dans les autres exercices, j'isole le n. Je veux savoir dans combien de temps, fait que je vais aller isoler n. La nuance avec les exercices
algébrique, c'est que pour aller isoler un n rendu à l'étape suivante, il faut utiliser l'outil log. Donc, log en base 1,0075 de 25 donne l'exposant 12n. J'isole mon n pour terminer le numéro et je calcule ceci sur ma calculatrice. Ça me donne environ 10,22 ans. Ça peut être assez long si on a un faible taux d'intérêt et qu'on ne replace jamais d'argent. Donc, le capital de 1000 $ c'est toujours le même. Donc, 1000 $ qui va être multiplié par 1,075 fois, par 1,075 plusieurs fois. Ça va prendre environ 10 ans pour avoir 2 fois et demi le montant initial. Un exemple ici avec une base qui est entre 0 et 1, donc 0,8. Dans ce cas-ci, vous avez la température de la lave sous-marine. Donc, vous avez une éruption volcanique sous-marine et X, c'est les heures qui passent. Donc, pourquoi la base, elle est en bas de 1? C'est parce qu'on diminue la température. Donc, on va tout le temps avoir 80% ou 0,8 de la température précédente. Donc, au départ, on s'imagine que la lave sous-marine va prendre une température de 1400 degrés Celsius et que 4 fois par heure, on va avoir 80% de ce qui reste. Donc, constamment, on réduit de 80% de ce qu'il y avait avant. Donc, dans combien de temps, fait que je cherche le X, la lave aurait-elle une température de 100? Donc, je vais prendre ma température et je vais la remplacer par 100. J'isole maintenant mon X et vous avez la procédure qui est identique à ce que je vous ai montré avant. La réponse est de 2,957. Si on vulgarise un peu, on dit que dans environ 3 heures, la température de la lave sera de 100 degrés. Pour ce qui est du calcul de limite pour les logarithmes, il faut toujours garder en tête le format approximatif de la fonction logarithmique qui va longer l'axe des y avant de tranquillement s'en aller vers l'infini, beaucoup moins abrupt vers l'infini que l'exponentielle. Le côté abrupt est plus au début. C'est comme une exponentielle, mais couchée sur le côté. Donc, on peut avoir les deux formats, donc selon la base. Donc, si vous avez une base qui est entre 0 et 1, vous allez avoir le tracé du haut, puis la base plus grande que 1, vous allez avoir le tracé du bas. Si je regarde mes exemples ici, le premier, donc la limite quand x tend vers l'infini, de log en base 2 de 1 sur x2. Même chose que d'habitude, je remplace l'infini à l'intérieur à la place du x, et donc ça me fait 1 sur l'infini ici. Le calcul de 1 sur l'infini, c'est 0. Dans le cas précis du logarithme, on va écrire 0 plus parce qu'on tente de trouver l'approximation, donc la valeur du log de 0. Mais là, on sait que 1 sur l'infini ici, qui est au carré, ça va donner un positif. Donc, ça donne une petite poussière au-dessus de 0. Log en base 2 de 0 plus, pourquoi la réponse c'est moins l'infini? Ben, c'est comme je vous disais tantôt. Donc, le log en base 2, c'est le tracé qui est ici. Si je suis à 0 plus, donc je suis à x vaut 0, mais un petit peu plus, là, je suis un peu loin, mais quand même, on voit l'idée. Et le y, il est dans l'infiniment petit, donc il est vraiment très, très bas ici. Il longe l'axe des y, mais vraiment très, très bas. Donc, la réponse de log en base 2 de 0 plus, c'est moins l'infini. Si j'avais eu log en base 1/2 de 0 plus, là, ça m'aurait donné plus l'infini. Donc, ça dépend là, de la base de votre logarithme pour choisir lequel des deux tracés va représenter le mieux la situation. Question 2. Je vais avoir la limite quand x tend vers 2 de log en base 3 de x moins 3 sur x plus 2. Je remplace le x par la valeur 2 ici. Et ça me donne tout simplement un chiffre. Donc, ça me donne 2 moins 3 sur 2, ça fait moins 1/2, plus 2, ça fait 3/2. Donc, log en base 3 de 3/2. J'ai la réponse finale, donc exacte ici, ou je peux l'approximer en 0,369. Troisième exemple, si je fais limite quand x tend vers 0 plus, donc là, je précise que mon x est un petit peu à droite de 0. De log en base 1/2, donc ma base, elle est entre 0 et 1. Donc, c'est le même principe que pour l'exponentielle. Ça ne peut pas être 0, ça ne peut pas être 1, mais ça peut être entre les deux.
Et mon expression variable, c'est 3x. Donc, je remplace 3 fois 0 plus. Ça me donne toujours 0 plus. Donc, une petite poussière à droite de 0. Log à base 1/2 de 0 plus. Donc, on a le tracé en vert ici. Donc, la base, c'est 1/2. Si je mets le x à 0 plus, bien, le y, on voit qu'il est à l'infini. Ici, vous avez la dérivée. Donc, on commence vraiment là, la nouvelle matière, à part les limites. Là, on avait les limites et les dérivées des deux types de fonctions à voir pour cette semaine. Donc, formule 9 que j'appelle, ce n'est pas nécessairement les mêmes que dans votre manuel, mais moi, dans les numéros de formules que j'ai mis dans mes notes de cours, on est rendu à la 9e. On dérive ici l'exponentielle de quelque chose en x. Donc, e à la u, on n'oublie pas, hein, le e, c'est un chiffre. U, c'est des variables. Pareil comme dans les anciennes formules, on va avoir e à la u et on a un élément qui s'ajoute à la fin, qui est la dérivée de l'expression en x. Dans notre cas, l'expression en x est dans l'exposant, donc vous allez m'entendre dire souvent la dérivée de l'exposant. Ici, on parle de démonstration. Donc, comment on fait pour arriver au fait que c'est assez spécial, que la dérivée par rapport à x d'une expression redonne la même expression avec un petit morceau à côté. Donc, c'est la seule qui fait ça, c'est vraiment spécial, la dérivée de la formule e à la x. Si j'avais e à la x tout simplement, la réponse, ce serait e à la x. C'est la seule des formules qu'on va voir cette session-ci qui a cette propriété-là. Ce que vous voyez dans le bas ici, c'est l'explication d'une limite spéciale. Donc, une limite spéciale qui est utilisée pour démontrer la formule d'en haut. Donc, les démonstrations, habituellement, je les mets dans l'examen. Je vais vous l'expliquer. Donc, ça dépend, ça va peut-être être dans le travail, peut-être dans l'examen final. Donc, si je regarde cette expression-là, que vous n'avez en aucun cas à apprendre par cœur, donc jamais, le tableau qui est en bas, il explique comment on fait pour en arriver au fait que cette limite-là vaut 1. Parce que si on laissait quand h tend vers 0, donc limite quand h tend vers 0, ça fait e exposant 0. Ça, n'importe quoi exposant 0, ça fait toujours 1. 1 moins 1, ça fait 0. Sur 0, on tomberait sur une forme indéterminée. 0 sur 0. On a une manière de soulever ça que je vais vous montrer au chapitre 6, mais pour les besoins de la cause, on n'a pas besoin de résoudre cette indétermination-là. On regarde le graphique qui est ici, en fait c'est un tableau, plutôt pas un graphique. Le tableau qui montre quand h prend des valeurs de plus en plus près de 0 par la gauche et par la droite, on va avoir une limite qui tend vers 1. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien illustration ici qui va vous amener vers une animation GeoGebra qui montre exactement ceci. Donc, la limite quand h tend vers 0 de cette expression. Où on s'en va avec ça, c'est la page suivante. Donc, à cette page-ci, je vous démontre, ça provient de votre livre, donc on démontre comment on arrive au fait que la dérivée de e à la quelque chose, donc e à la quelque chose en x, va donner e à la même chose. Donc, on voit que c'est exactement la même expression multipliée par la dérivée de l'exposant. On utilise la limite, donc la définition de limite dans ce cas-ci. Donc, on remplace, on fait f de x plus delta x moins f de x. Ici, f de x plus delta x. Hein, j'ai remplacé juste, à chaque fois que je voyais un x, j'ai remplacé par x plus delta x sur delta x, comme on voyait au début de la session. La propriété de l'addition de deux exposants fait en sorte que je peux faire ceci. Donc, je peux scinder les bases en deux bases identiques et mettre chacun leur exposant, donc chacun des morceaux de la somme comme exposant, dans le but de faire une mise en évidence de e à la x et de garder e à la delta x moins 1. Pourquoi on s'en va là-dedans? C'est que là, on a besoin de résoudre cette fameuse limite-là qu'on a vue à la diapositive précédente. Elle vaut 1. À la diapositive précédente, c'était un h, mais partout où est-ce qu'il y a un delta x, c'était la lettre h. Ça revient au même, c'est un inconnu ou une variable comme une autre. Ce qui fait qu'on en arrive à la conclusion
que la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, en vertu d'un théorème qu'on a passé assez rapidement, là, si on n'a pas e à la x, mais on a e à exposant quelque chose qui a des variables à l'intérieur, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter l'expression dérivée de l'exposant. Dans l'exemple 2, on veut dériver la fonction p de t. Il y a encore une exponentielle à l'intérieur, mais là, ce qui domine, c'est la fraction. Donc, on doit dériver comme un quotient si on souhaite s'engager là-dedans. Sinon, on peut prendre le raccourci comme je vous propose dans ma solution ici. Vous pouvez garder la constante, vu que le numérateur n'est pas variable. Je garde la constante en haut et je ramène tout le groupe du bas. Je le ramène en haut avec un exposant moins 1. Et là, je peux dériver comme une puissance. Le 1000, c'est un coefficient, fois moins 1 qui est le n, que je place devant. Je réécris tel quel l'intérieur de la parenthèse, je soustrais 1 à l'exposant et je dérive l'intérieur de la parenthèse. Donc, la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, bon, c'est 0 plus 9, le 9 il reste là, e exposant moins 2t il reste là, et là je dois rajouter, pendant que je dérivais l'intérieur de la parenthèse, il fallait que je dérive l'exposant. Donc là, c'est comme une poupée russe. Il a fallu que je dérive la grosse parenthèse en puissance, excusez-moi, donc en puissance, l'exposant en avant, je soustrais 1 à l'exposant. Quand je suis arrivée à dériver l'intérieur de cette parenthèse-là, j'avais encore des morceaux à défaire. Donc, 9e à la moins 2t fois moins 2. En simplifiant, donc la simplification qu'il y a à faire, c'est de regrouper tous les coefficients. J'avais 1000, j'avais moins 1, moins 2 et 9. Tout ça était multiplié, donc ça me faisait le moins 1 fois le moins 2, ça redevenait positif. 1000 fois 9 fois 2, ça faisait 18 000. Et le reste demeure à la même place. J'ai placé le 1 plus 9e à la moins 2t exposant 2 en bas parce que l'exposant doit rester positif. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi lui ne va pas en bas? C'est que lui, il est variable, donc on accepte qu'il reste en haut même s'il est négatif. Ça dépend toujours du t. Donc ça ne me dérange pas qu'il reste au numérateur même s'il est négatif. Ensuite, prochaine formule de dérivation, c'est si je veux dériver une exponentielle, mais que la base, c'est pas E. Donc, vous voyez ici, la base, c'est une lettre, mais ça va être, dans tous les cas, ça va toujours être un chiffre. Donc, ça peut être n'importe quel chiffre. C'est pour ça que dans la généralité, on n'a pas le choix de mettre une lettre. Donc, un chiffre exposant une expression en x. Le U, n'oubliez pas, c'est toujours une expression en x. Donc, la formule est pratiquement la même, c'est juste qu'il faut rajouter ce gros morceau-là. Donc, le ln du chiffre est la base. C'est une constante. On la laisse sous format ln de quelque chose parce que sinon, ça va donner un nombre qui a un nombre infini de décimales. Donc, ça va être la même chose. On va réécrire l'expression, on va réécrire une constante et on va écrire la dérivée de l'exposant. Faisons un exemple ici. On a la base 2,5, l'exposant variable avec un coefficient en avant, donc le coefficient reste là. On multiplie par exactement l'expression qu'on voit. On multiplie par le morceau ln de la base, donc ln de 2,5. Et on remultiplie une dernière fois par du dx. Donc, du dx, c'est la dérivée de 0,7t qui donne 0,7. Ensuite, si je veux faire un petit peu de ménage ici, donc prochain exemple, exemple 2. Là, je me retrouve avec une exponentielle de 4 exposant moins x fois racine de 2x plus 1. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne peut pas juste dériver chacun de leur côté. Il faut voir globalement qu'est-ce qu'on a dans notre expression. Alors, on ne faisait pas un produit comme je m'en viens vous proposer ici parce que je n'avais pas de variable dans le 100. Ici, les deux expressions sont variables, donc je n'ai pas le choix de dériver comme un produit. Donc, si je dérive comme un produit, vous voyez mon habituel nuage sur le côté.
Le produit, c'est toujours U fois V' plus V fois U'. Donc, j'ai besoin des 4 morceaux, le U, le V, le U' et le V'. Vous pouvez faire les démarches là, comme vous voulez pour ces morceaux-là. Donc, j'ai transformé ici la variable, pas la variable, l'expression racine de 2x plus 1 en 2x plus 1 exposant une demi. Donc, ça, c'est juste pour m'aider à dériver. Je vais pouvoir faire la dérivée d'une puissance. J'indique que je dérive, je varie volontairement mes notations parce qu'il y en a toutes les sortes. Je dérive y par rapport à x. Donc, je place mon u. Ici, c'est le v' plus le v fois le u'. Il y a juste le u' qui est nouveau, là, ici, qu'on a fait à l'exemple précédent. Donc, on dérivait 4 à la moins x. Dans la liste, on réécrit 4 à la moins x. On écrit ln de 4 et on écrit la dérivée de l'exposant qui est moins 1. Et au final, si on veut essayer de tout mettre ça ensemble, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en évidence un 4 exposant moins x qui apparaissait dans les deux expressions. Donc, je l'ai mis en avant. J'ai ouvert une dernière grande parenthèse et j'ai mis les morceaux qui manquaient. Donc, là, le plus 1 ici, peut-être que je les ai mis à l'envers, c'est vraiment, vraiment pas grave. Le 1 il aurait pu être au début pour être un petit peu moins mêlant. Mais c'est exactement la bonne réponse quand même, là, mais ça aurait pu être fait de l'autre sens. Ensuite, on en est à étudier les deux dernières formules de dérivation pour les fonctions logarithmiques, que ce soit les fonctions en base quelconque ou les fonctions en base E, donc le ln pour logarithme népérien. Je ne fais pas la preuve de ces formules-là ici, donc ce qui est intéressant ici, c'est de les utiliser et de regarder c'est quoi l'équation quand on veut dériver, qu'est-ce qu'on doit faire comme pièce de puzzle à placer là, pour avoir la dérivée. On se rappelle, la dérivée, ça n'a pas changé, c'est encore une fois un taux de variation instantané, c'est la pente de la droite tangente, c'est par exemple des kilomètres par heure, donc c'est toujours le même principe, c'est juste le format de votre fonction change. Donc, je suis en train de vous faire explorer d'autres formats de fonctions. Les formats log et exponentiels sont très utilisés en sciences, c'est à ne pas négliger. Donc, la dérivée du log en base b de u et la dérivée du ln de u, c'est très semblable. Encore une fois, il y a le petit intrus, la constante ici qui va s'ajouter si on n'est pas avec la base e. Donc, c'est exactement la même formule. Si j'ai un ln, donc ln c'est la base e, la dérivée d'un ln de u, c'est 1 sur u. On ne voit plus le mot ln, on ne voit plus rien, juste 1 divisé en u, et on rajoute fois du dx à la fin, comme d'habitude. Donc, c'est une multiplication de du dx. C'est la même formule pour log en base b, mais on rajoute, comme je répète là, ici, le ln de b, ln d'une constante au dénominateur. Je me retrouve devant un exercice comme celui-ci. Je ne dois pas oublier les fonctions composées, donc une division à considérer pour toute l'équation. Donc, c'est la dérivée d'un quotient qui va m'intéresser ici. Le numérateur, ça va être mon u et le dénominateur, ça va être le v. C'est toujours le cas. Donc, le numérateur, c'est u, le dénominateur, c'est v. Ensuite, la dérivée du numérateur, c'est là que c'est nouveau. Donc, je me retrouve avec ln de quelque chose. Donc, je mets 1 sur ce quelque chose-là fois la dérivée de ce quelque chose. Donc, 1 sur x carré fois dérivée de x carré qui est 2x. Ici, ce que vous voyez après la deuxième égalité, le 2 sur x, c'est tout simplement la simplification de 1 sur x2 fois 2x. Les x vont s'annuler un avec l'autre vu qu'on divise. Et le v', donc la dérivée de x3, c'est 3x2. Je place chacun de mes morceaux de casse-tête, donc v u' moins u v' sur v carré. Et là, vous avez des étapes de simplification pour en arriver à la toute fin avec les étapes que vous voyez ici.
La séance sur la dérivée des fonctions exponentielles et logarithmiques est maintenant terminée. Je vous invite fortement à regarder l'échéancier en format Word déposé sur Léa. Il va y avoir également votre travail qui va être envoyé individuellement par Mio dans les prochains jours et vous aurez encore 2 semaines pour me remettre ce travail-là, qui va valoir 12,5 la matière est à comprendre parce qu'elle peut se retrouver dans l'examen final de 30 Donc, je vous invite à vraiment vous impliquer. Vos exercices vont être faits pour l'examen final. Merci de votre attention. Bonne journée.